messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tranche d'une demi-heure que nous allons consacrer à la résistance, à la balkanisation de la République démocratique du Congo, des stratégies de résistance, ce qui passe nécessairement par une conscientisation tous azimuts des populations congolaises. Et pour ce faire, je fais venir autour de cette table un invité, il s'appelle Jean Ngeya. Il est consultant dans le commerce international, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le méandre de la géopolitique, de la géostratégie dans les relations entre États, c'est les affaires et les États, ça ne fait qu'un pas. Bonsoir, monsieur Jean Ngeya. Bonsoir, mon frère. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Télé7 pour échanger pendant cette demi-heure. Ma première question, la balkanisation de la République démocratique du Congo, tout le monde en parle. La balkanisation, tout le monde dit être contre. Est-ce que tout le monde comprend les vrais enjeux de la balkanisation? Merci, mon frère. Avant de vous répondre, je dois rendre hommage au peuple congolais. Surtout nos populations frères de l'Est. Ici, je parle à mes frères Bachi, Baavu, Baoundé, Bafulero, qui aujourd'hui ont fait preuve de bravoure et de résistance nationale en protégeant l'intégrité de notre pays. Même si ce pays est déjà balkanisé de fait, mais de droit, nos populations autochtones frontalières n'ont pas accepté. Ainsi, le Rwanda n'a pas encore eu le courage d'installer son drapeau à Rutshuru, à Goma et compagnie. Alors, je reviens à votre question. La balkanisation dont nous parlons, la balkanisation qu'on nous impose à ces méandres venant de loin, il y a des intérêts économiques, surtout miniers, et en sous-main, des intérêts idéologiques et stratégiques qui visent plus loin une autre guerre dans laquelle nous, on n'aura même pas un seul radis. Nous ne sommes pas concernés par des problèmes d'islamisation. Nous ne sommes pas concernés par des guerres entre l'Occident et la Chine pour des matières premières. Nous aurions dû être des partenaires de développement du monde. L'Occident aurait dû se retourner vers nous. Un peuple pacifique. Un peuple qui ne demande qu'une chose, que le soleil brille sur cette terre pour tout le monde. Mais n'oubliez pas que les Occidentaux ont conquis ce monde avec les armes. Et les grands malheurs, ce sont des vies humaines. C'est vrai, 9 millions de nègres, que ça représente pour les Occidentaux? Rien. Alors, mais 9 millions d'âmes, que ça représente pour l'humanité? Beaucoup de choses. Réfléchissons-en. Alors là, ce sont des accusations graves que vous portez. L'humanité s'émeut lorsqu'on constate qu'il y a plein de morts. Les Nations Unies et les autres États civilisés. Mon frère, là, je vous interromps. Je n'accuse personne. Vous et moi. Et la grande presse internationale constate simplement que depuis cette guerre qui nous est imposée, il y a eu 9 millions de morts. Et maintenant que nous sommes en train de parler, il y en a encore qui meurent. Donc je n'accuse personne, je constate. Alors, vous n'accusez personne. Moi, je constate plutôt que le diable, c'est l'autre. C'est comme si les Congolais, eux, n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont qu'à croiser le bras et les autres vont les laisser faire, les observer. Et voilà, nous y arrivons. C'est pour ça que nous sommes ici devant vous. Et nous avons cette chance et ce bonheur de voir qu'au Congo, d'une façon ou d'une autre,
ce quatrième pouvoir a un petit espace de liberté et on peut nous laisser parler afin de conscientiser notre population. On en use. Hein. Quand il s'agit de conscientiser, on s'en use. On en use, mais on n'en abuse pas. Pas du tout. Alors, donc, je vous remercie. Je vous remercie. Mais alors, le grand problème, le grand drame que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce gouvernement. Ça, c'est le cadavre. On ne va pas tirer sur les cadavres, sur le corbillard qui passe. Non. Le grand drame aujourd'hui, c'est nous, l'élite. Et cette élite congolaise aujourd'hui... L'élite parmi lesquels les dirigeants, il ne faut pas les exonérer. Non, mais ils ne sont pas... C'est pour ça que je vous dis, le gouvernement, quand je prends le gouvernement, ça veut dire quoi? Le gouvernement, nos gouvernants, nos parlementaires, nous, l'élite formée, l'élite, les intellectuels, nous sommes maintenant appelés à réfléchir. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? La maison brûle. Tout le monde se réjouit de tirer qui son sac, qui sa petite bouffe. Mais la maison brûle, mon frère. C'est vrai, on peut reprocher certaines choses au gouvernement passé, au pouvoir passé de Mobutu. Mais je vous dis que ce pouvoir passé a probablement vendu le lait. Mais il n'a pas vendu la vache. Je reprends cette expression, en fait, ce petit dicton d'un grand politicien africain, Noumazalaï, qui a dit, de notre temps, on a vendu le lait, mais on n'a pas vendu la vache. Et aujourd'hui, on est en train, non pas de vendre la vache, mais de tuer la vache. Et c'est ça qui est très dangereux. De l'étrangler. De tuer, pas de tuer la vache. Le processus actuel est en train d'amener à ce que la vache puisse être tuée. Pour quel intérêt? La vache, c'est le pays. C'est le pays. Alors quel intérêt? Mais il y a du lait qui coule dans ce pays pour tout le monde et du miel. Alors, vous l'avez dit, la République démocratique du Congo aurait dû être ce partenaire de développement du monde. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Il n'y a rien d'exagération là-dedans. Il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Dans ces pays, vous avez plus de 146 sites miniers stratégiques, répertoriés à l'international. Vous pensez que c'est nous seuls, les Congolais, qui devrions développer ça? Non. Nous avons besoin de partenaires extérieurs. Mais ces partenaires extérieurs, aujourd'hui, trouvent l'intérêt à la dislocation. Je me demande où ira leur raisonnement. C'est à nous, cette élite, délaissée, abandonnée. Parce que n'oubliez pas que dans ces pays, en dehors de l'élite, réfléchissant et pensant dans ces petits bureaux, nous avons l'élite militaire stratégique. Vous avez eu le fort dans ces pays. Vous avez eu la MONUSCO. Vous savez que la MONUSCO, le grand patron de l'effort, s'est référé à des stratèges militaires de ces pays sans passer par qui que ce soit. Et vous pensez que ces gens-là, cette élite militaire abandonnée, si on fait recours à cette élite en disant « Que pouvons-nous faire ?» Que pouvez-vous faire avec l'élite qui pense et qui réfléchit pour trouver une solution à ces pays? Nous pensons que nous allons faire triompher la cause du Congo sans tirer une moindre balle. Et c'est pour le bonheur de tout le monde. Et non pas seulement de petits égoïstes avec leurs laquais qui se disent on disloque le Congo et demain on va voir ce que ça va donner. Erreur d'analyse. Alors les petits égoïstes, ce sont des multinationales, des puissantes multinationales, à ce que je sais, qui ont décidé de ce dépeçage de la République démocratique du Congo, et ils utilisent des sous-traitants locaux dans la sous-région, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les considérer comme des petits laquais, ce serait faire également erreur d'analyse. Non, ce n'est pas une erreur d'analyse. Il y a eu erreur d'analyse dans leur camp. Pourquoi y a-t-il eu erreur d'analyse? Pas minimiser l'adversaire.
Il faut plutôt le prendre dans sa vraie dimension. On le prend dans sa vraie dimension, il s'est basé sur des analyses erronées. Vous savez, un Congo grand à cette dimension, 2 345 000 km². Un Congo avec tout le minerai stratégique qu'on pourrait imaginer dans ce monde. C'est un Congo qui pourra profiter au développement du monde. Mais ce développement du monde devra aussi avoir des retombées sur des Congolais. Justement. Et non pas simplement aller ailleurs et mettre dans de petits comptes. On vous dit aujourd'hui que Apple dernièrement, on a évalué ses comptes à la bourse, 635 milliards de dollars. Et vous savez que tous les appareils de la téléphonie mobile que vous avez, il y a le son de Congolais là-dedans, le coltan. Mais justement. Mais on aurait eu intérêt à ce que Apple, en tirant autant de dividendes, puisse installer ses unités de production de coltan ici. Le Congolais ne demanderait pas de toucher 3-4 000 dollars comme ouvrier. Jean Guéya, c'est là justement le problème. Oui. Hein, les Congolais ne prennent pas conscience. Qu'est-ce que nous avons créé comme environnement pour que les autres viennent investir chez nous? Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes un géant, vous avez dit, 2 345 000 km², plein de richesses. Mais qu'est-ce que nous avons créé comme environnement pour sécuriser sur le plan de la sécurité physique, de la sécurité des frontières, de la sécurité des affaires, pour que les autres puissent venir chez nous investir? Et voilà, vous avez mis le doigt dans la plaie. Je vais vous dire une chose. Regardez autour de nos gouvernants. Qui sont leurs conseillers? Qui peuvent se lever et dire non, nous avons dit ça, suivons cette ligne de conduite. On vous prendra toujours des gens soi-disant, il est docteur en, il est ceci en. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur terrain? Qu'est-ce qu'il a donné comme preuve? Parce que le grand problème, moi je me dis, notre élite est malade. Nous, les intellectuels, nous sommes malades. Et nous assistons au drame. Nous sommes en train de voir partir notre pays. Je vous ai donné l'exemple. Ce sont les Bafulero, ce sont les Bavavu, ce sont les Baoundé qui résistent à cette balkanisation défaite, qui est déjà défaite, mais pas encore de droit. Parce que le Rwanda, ceux qui sont derrière ne lui ont pas encore dit, mettez le drapeau. Et nous risquons d'arriver à la situation qu'on a connue il n'y a pas très longtemps dans le Kosovo. Aujourd'hui, on est en train de nous parler d'une armée neutre. Mais enfin, nous avons la MONUSCO. Qu'est-ce qu'on a vu au Kosovo? L'Euroforce s'est présenté en force neutre. Mais en sous-main, qu'est-ce qu'on préparait? On préparait la balkanisation. Et quand tout a été prêt, l'Euroforce est parti. On a dit, on protège cette population, et le lendemain, on dit, ils sont autonomes. Le Kosovo est aujourd'hui un État. Où est la Yougoslavie? J'espère que nous, les intellectuels, nous allons nous ressaisir. Nous devons crier tout haut. C'est pour ça que je suis fier d'être ici chez moi, avec vous, mes frères de la presse. C'est Catherine Pouvoir qui se bat. Je sais que ça fait 4 ans que le potentiel a commencé à parler de la balkanisation. Beaucoup vous envoient promener. Est-ce qu'à force de répéter... à force, ce n'est pas seulement à force de répéter. Nous ne comportons pas comme le docteur Koué. Ce n'est pas seulement à force de répéter. Vous aviez vu bien avant les dangers venir. Mais les autres se contentaient d'être à la mangeoire. C'est vrai que vous êtes marginalisés. Moi, aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent, si moi j'ai 1000 francs pour un journal, j'achèterai le potentiel. Moi, je dis, ah pourquoi? Parce que j'aimerais savoir ce qui se passe sur la balkanisation. Et le sujet d'aujourd'hui, l'article principal, le pétrole de Rutshuru et le Rwanda. Les gens se disent, mais bon sang, il y a encore du pétrole là-bas? Ah ben voilà. Et voilà, la conscientisation arrive. Mais il faut qu'on s'organise. Mais Jean Guéya, il faut que le Congolais s'organise. Il y a du pétrole, il y a du coltan que les autres exploitent en lieu place des Congolais. Et il y a cette guerre de prédation qui est commanditée par les multinationales et exécutée par nos frères, nos voisins de l'Est. Qu'est-ce que nous on fait? On continue à discuter? On continue à palabrer? Ou nous renforçons les fronts intérieurs à travers une armée forte? Eh bien, l'armée, il y a un problème. L'armée, je vais vous donner simplement 2 faits marquants. Notre armée
a un problème, je dis bien, des commandements, pas du commandement, des commandements du haut niveau jusqu'au niveau des pelotons. Et quand vous avez une armée qui a des problèmes de commandement, vous n'avez pas l'armée. Mais vous avez des hommes de troupes. Les chefs ne sont pas à la hauteur. Je pense qu'il y a un problème. Ils ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Alors qu'ils ont intérêt à ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est une question d'intelligence. Je vais vous donner des cas tout simples à propos de cette armée qu'on diabolise aujourd'hui. Cette armée a été la fierté de l'Afrique centrale. Et je veux vous dire 2 cas simples. Un petit mot. Allez-y. En 2007, les Belges, tenant un sursaut de fierté, tenaient à revenir pour remettre sur pied le centre commando de Kotakoli. Coût de l'opération? Dans la province de l'Équateur. Dans la province de l'Équateur. Coût de l'opération, 28 millions de dollars après avoir évalué tous les dégâts. Ils ont dit, nous sommes prêts, on met 60% sur la table. Ils savent que le gouvernement congolais traîne les pieds pour mettre les 40%. Ils ont dit, l'argent est prêt, on peut commencer les travaux. Ils attendent jusqu'à ce jour que le gouvernement leur donne accord. Et en 2008, les Français ont débarqué pour le 31e bataillon de forces aéroportées renforcées. Ici en Djili. 7 ans. 7 ans. C'est ce qu'on a appelé 7 ans. Exact. 20 millions. Ils ont dit, nous mettons 70% sur la table, prêts à commencer. Ils attendent. Alors, vous allez me dire que nous avons de mauvaises troupes. Nous n'avons pas une armée. Non, nous avons un problème au niveau de commandement. Au niveau des commandements. Alors, je vous donne le dernier cas. Le dernier cas, la semaine passée, nous avons dû parler un peu ici la semaine passée. Entre-temps, à l'Est, ça chauffait. Je peux vous dire que le commandant de Béni, parce que le terme brassage, mixage, quand nous parlons avec des spécialistes militaires, ils vous disent c'est un terme qui n'existe pas dans l'armée. On ne brasse pas. On renvoie le malfrat, le bandit, le mutin et le voleur de l'armée. L'armée, c'est la discipline. Mais comment voulez-vous que tout l'Est soit entre les mains des anciens de CNDP? Je vous donne le commandant de Béni. C'est un ancien de CNDP. Mais alors, son officier de renseignement militaire, un certain Eric, c'est le frère de Kounda Batouare. Et vous pensez que ces gens-là sont prêts à trouver une solution? Mais ces Jean Guéa, on peut être frère, vous et moi, vous êtes de l'UDPS, moi je suis du PPRD, on ne partage pas les mêmes points de vue. Eh bien, je vais vous dire, en termes de stratégie militaire, on ne doit pas stigmatiser quelqu'un pour les fautes de son frère. En termes de stratégie militaire, mon frère, et des renseignements militaires, je n'en suis pas un grand spécialiste. Quand vous avez un problème avec M. X dans une famille qui est militaire, eh bien, c'est tout son monde qui est mis de côté. Et le Rwanda est en train de vous donner un enseignement. Le général Kayumba est réfugié. Il a ce point de vue que je respecte. Il est en Afrique du Sud. Mais vous savez qu'il y a 1 mois, son frère a été mis aux arrêts. Donc, on s'est méfié de tout le monde. Et voilà. Mais au Rwanda, ce n'est pas un modèle de démocratie et de liberté. Hein. Nous, on fait mieux, on fait les choses de manière professionnelle en République démocratique du Congo. Non. En matière de droits de l'homme. Non. Mais non. Comment vous pouvez me dire qu'on puisse faire des choses d'une façon professionnelle en matière de droits de l'homme quand vous avez des femmes? Maintenant que nous sommes en train de parler, on a déjà violé plus de 100 femmes congolaises. Où est le droit de l'homme? Qui réagit? Qui ouvre son bec pour dire ce n'est pas possible et qui doit aller expliquer au monde et dire c'est vrai, nous sommes faibles. Mais voilà ce qui se passe. Où sont-ils? Où est passé Tchabeya? Où est passé Tchabeya? Non, ne parlons pas de ça, mon frère. Non, ne parlons pas encore de droits de l'homme. Il y a certains points. Il y a un procès qui se déroule suivant les règles de l'art. On ne va pas parler de ça. La réalité est là aujourd'hui. Intellectuelle, ressaisissons-nous. Faisons des centres de réflexion. Il y en a déjà 2 noyaux. Posons notre problème et nous devons appeler à la conscientisation de notre peuple. C'est vrai, nous allons encore en souffrir et nous en souffrirons pendant peut-être un bon bout de temps. Mais je pense que la conscientisation amène toujours les gens à trouver une solution, à dire mon Dieu, pas ce sort. On ne mérite pas ce sort. Alors, pas ce sort, vous-même vous le dites, l'armée n'est pas
n'est pas bien organisée, l'armée n'est pas à la mesure des attentes de la dimension du pays et même de la défense des richesses du pays. Et de l'autre côté, vous affirmez aussi que le Congolais, c'est un peuple pacifiste, hein, un peuple pacifique, et un peuple pacifique qui s'est complet dans la résignation, finalement. Ah non, je n'ai pas dit que nous contentons de la résignation. C'est moi qui le dis. Hein. Oui. Nous sommes un peuple pacifique. Être pacifique, vous voyez les grands boxeurs, les grands sportifs, c'est des gens très forts. Mais ce ne sont pas des gens qui vont se mettre dans la rue et commencer à taper n'importe qui passe. Ils sont pacifiques. Mais ils savent que nous devons nous défendre. Regardez le peuple américain. C'est des grands enfants. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. C'est des grands enfants. Mais quand on parle des intérêts de l'Amérique, de la défense des intérêts de l'Amérique, même le gros voyou du coin de la rue se lèvera pour dire on doit défendre l'Amérique. Mais aujourd'hui, que faisons-nous? Ceux qui vivent sur l'îlot d'opulence se contentent de rouler carrosse en 4x4. Se contentent de dire je pars ici, je pars là, je pars là. Mais personne ne se rend compte que la branche sur laquelle il est assis, il est en train de la scier inconsciemment peut-être. Inconsciemment peut-être. C'est ça le grand danger. Et je me dis, vous, le quatrième pouvoir, avec cet espace de petite liberté qu'on vous a laissé par ces corbières sur lesquels nous n'allons pas tirer, eh bien, il faut enfoncer le clou. Il faut enfoncer le clou. Il faut enfoncer le clou afin que, même si cette balkanisation de fait, qui risque probablement un jour, si on n'y prête pas attention, devenir une balkanisation de droit, et que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Mais moi, quand je parle de résignation, c'est parce que j'ai vu, il y a pas longtemps, le 1er août, si je ne m'abuse pas, dans une ville, par exemple, je prends Kinshasa, de 10 millions d'habitants, l'Église catholique a pu réunir au maximum 200 000 personnes. Ok. Pour une marche pacifique. Je vais vous dire une chose, mon frère. Pour une fois, dans ce pays, c'est pas pour une fois, c'est pour la énième fois. Parce que vous avez connu le 16 février du temps de Mobutu. Bon. Il y a cette chaîne d'union des consciences entre les chrétiens, les laïcs et toutes les autres tendances pour dire la balkanisation du Congo, on n'en veut pas. C'est vrai. L'Église catholique a pris conscience. Il y a Senko qui travaille énormément pour ça. Il y a son éminence, le cardinal Laurent Mosengo, qui travaille pour ça. C'est vrai, c'est déjà une prise de conscience. Mais pourquoi le grand problème était le suivant? Combattu par d'autres Congolais. Combattu par d'autres Congolais, qui ne une certaine élite, qui ne comprend pas que combattre son éminence, le cardinal Laurent Mosengo, c'est scier sur la branche sur laquelle ils sont assis de leur pouvoir. Parce que le Congo disloqué, le Congo balkanisé, ce corbillard sur lequel nous ne voulons pas tirer, ces gens-là vont disparaître. Et nous le reverrons, comme on en a vu certains à un certain moment en Europe, incapables de payer même le loyer. Donc, ils ont intérêt à ce que ces pays restent debout. Ils ont intérêt, nous avons tous intérêt à ce que ces pays restent debout. Conscientiser la population, travailler davantage. Et vous savez, ces pays est tellement démoli, il est tellement démoli, que même nos écoles, nos universités ne nous sortent pas de gens capables de défendre l'intérêt de la nation. Tous nous restons au niveau du ventre. Mais on est en train d'affamer notre population pour nous détourner de la réalité. Et quand vous parlez de « on », c'est qui? Qui affame la population? Qui affame la population? Aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, oui. Ce ne sont pas des Belges, encore moins des Américains ou des Français, non. Ce sont des Congolais. Non, vous savez, ça fait 50 ans que nous sommes indépendants, ou que le Congo est indépendant. Ne regardons toujours pas le Belge, le Français, mais justement. Cela. Non, regardons d'abord ceux-là qui ont accepté le destin de l'histoire.
ou qui se retrouvent par le destin de l'histoire en train de diriger ces pays. Défendent-ils les intérêts de cette population? Défendent-ils les intérêts de ces pays dont ils sont censés défendre les intérêts et de la population et de la superficie? Non. Ils s'imaginent qu'ils sont gagnants en jouant au jeu de l'autruche. Parce que ça, c'est le jeu de l'autruche. Parce que le moment où l'histoire n'a plus besoin de vous, on vous balaye. On vous balaye, d'accord. Mais et qui vous balaye? Qui vous balaye? Le grand multinational, le grand du monde financier qui disent, monsieur, vous avez servi, maintenant on n'a plus besoin de vous. Mais pour montrer à ceux-là que, oui monsieur, le cours de l'histoire, le destin a fait que nous sommes là. Faisons les choses de façon à ce que, et vous qui avez joué dans cette dynamique, et nous qui nous sommes retrouvés par le destin de l'histoire devant diriger ce pays, rendons la justice humaine, sociale, politique, culturelle au développement du pays. Et ce développement de ce pays portera un plus, non pas seulement à ceux qui ont rempli leur poche, mais aussi à la population. Ça nous évitera, par exemple, de voir tout un tas de jeunes rêver d'aller en Europe, oui. Rêver d'aller en Amérique, rêver d'aller au Canada. Alors que le Canada est ici. L'Europe est ici. L'Amérique est ici. La Chine est ici. Mais qu'on mette des structures de développement, d'épanouissement pour notre population. C'est tout ce qu'on demande. Les gens ne demandent pas de devenir ministre. Ministre, pourquoi faire? Pour en sonner, raqueter, et le lendemain, dehors, mendiant, avoir tous ces véhicules emmochés? Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avoir un Congo uni, parole des gens Ngueya. On a besoin d'avoir un Congo debout, un Congo partenaire du développement de la planète tout entière. C'est bien cela. Oui, mon frère. Et pour les intérêts de la population congolaise. On ne demande pas plus. La joie de vivre, le bonheur de vivre dans des conditions décentes. Le sang qui coule des nègres, beaucoup s'en fichent, mais 9 millions d'âmes, l'humanité s'en souviendra. L'humanité s'en souviendra. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cet entretien d'une demi-heure que nous avons eu avec M. Jean Ngueya, qui est consultant plutôt en commerce international. Merci Jean Ngueya d'avoir échangé avec nous sur ces méandres de la géostratégie. Et ce sont des méandres parfois difficiles à pénétrer. Merci mon frère, c'est moi qui vous remercie et je vous dis grand merci de m'avoir invité. Grand merci de continuer votre travail, c'est pour le bonheur, non pas seulement ce pays. Le monde a besoin de vivre en paix, en union et en harmonie. Merci mon frère. En union et en harmonie avec vous, amis téléspectateurs, à notre prochain numéro.